Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. Au Gabon, il est important de concentrer les efforts sur la diversification de notre économie hors pétrole. Le PIB pétrolier représente près de 27% du PIB global et la production a reculé lors des dernières années. Le PIB agricole se limite à 5% de la production globale et le pays éprouve une dépendance aux importations alimentaires à hauteur de 60%. L'expérience réussie de transformation du bois, notamment dans les zones spécifiques économiques, peut créer des émules pour de nouvelles activités industrielles. Parallèlement, le pays est appelé à multiplier les efforts en matière d'infrastructure avec une offre en électricité qui ne répond guère à la demande, un accès limité et coûteux à l'eau, aussi bien qu'un réseau routier à renforcer. Par ailleurs, il est tout de même nécessaire de contribuer à la réduction du niveau de chômage élevé et par des recrutements dans le secteur public, la régularisation des aérés et des fonctionnaires pour préserver la paix sociale s'avère une priorité dans un contexte de transition. La relance des chantiers en retard est un signal fort à mettre aux opérateurs économiques, sans oublier la préservation des acquis budgétaires qui constitue un gage de confiance aux bailleurs de fonds étrangers par une économie où le financement extérieur domine. Bref, plusieurs chantiers pour le comité pour la transition et la restauration des institutions. Et un an après le coup de libération, quel bilan économique à l'actif du CTRI? Dans ce numéro de Gabon Echo, nous allons passer en revue les activités menées par le CTRI sur le plan économique à quelques jours de la célébration de la journée de la libération. Et pour en parler, nous recevons ce jour Ofwe Mwele Ndongo, économiste engagé pour le développement durable. Bonjour et merci de votre disponibilité. Bonjour Monsieur Okevele et merci de me recevoir. Merci à Radio Gabon. D'abord, Monsieur Ofwe Mwele, un aperçu du contexte de la transition politique au Gabon. Parfait. Alors, il faut rappeler que le Comité pour la transition et la restauration des institutions prend le pouvoir en 2023 après deux événements majeurs. Le premier événement, c'est la pandémie mondiale de Covid-19 qui a été caractérisée par un choc de demande et d'offres au niveau mondial. Et aussi, après une année électorale acharnée qui a naturellement pesé sur les finances publiques du pays. À partir de là, il faut noter l'implication du CTRI et notamment leur volonté de rassurer les partenaires internationaux. Et la première réunion qui a été tenue au niveau de la présidence, je me rappelle, c'était la réunion avec la Fédération des entreprises gabonaises. Donc, nous avons vu là une volonté du CTRI de rassurer les partenaires internationaux, mais aussi les opérateurs économiques nationaux du Gabon, afin de pouvoir montrer la bonne volonté du CTRI et la crédibilité de la destination Gabon. Et pour vous entretenir ce jour, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour Orphée et surtout bonjour à nos fidèles de Gabon Echo. À la prise de son, Hans Ndomendam. Je suis Fabien Guillaume Kienvele. Bienvenue à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire un bilan général. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu général des principales réalisations économiques du président de la transition depuis sa prise de fonction le 31 août 2023? Parfait. Alors, le premier élément qu'on peut mettre en exergue lors de la gestion publique du CTRI en matière économique, c'est la transparence dans la gestion des finances publiques. Nous remarquons, et il faut le souligner notamment sous la houlette du ministre de l'économie, M. Maïs Moussi, une transparence accrue de l'État gabonais à publier les recettes fiscales, douanières, de la DGCCRF, de toutes les entités sous tutelle, afin de rassurer les partenaires internationaux et d'informer le public gabonais sur la mise en place et l'optimisation des fonds au niveau de la gestion publique. Aussi, nous avons une volonté de nationaliser l'économie gabonaise, avec notamment le rachat de plusieurs entreprises dont nous avons parlé tout à l'heure, mais on remarque là une volonté du CTRI à assainir les finances publiques, à être transparent et à optimiser la gestion des fonds publics au niveau du Gabon. Ce qui, pour la plupart, permet de constater qu'il y a une volonté réelle de pouvoir améliorer le bien-être des populations et du développement du Gabon. Le bien-être des populations passe effectivement par l'assainissement des finances publiques avec plusieurs réalisations parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que lorsque les finances publiques sont bien gérées, il y a beaucoup de choses
aujourd'hui que l'État arrive à faire sans forcer. Nous avons aujourd'hui un réseau routier, prenons seulement dans la commune, dans le Grand Libreville, des travaux qui étaient en retard, qui étaient inachevés, aujourd'hui qui ont repris et beaucoup aussi actuellement sont en train d'aller à leur terme. Très bien. Il faut rappeler que le rôle de l'État, c'est de mettre en place des investissements publics qui n'ont pas l'air rentables à court terme. Une entreprise, lorsqu'elle fait du business, elle aimerait avoir une rentabilité au moins dans les 5 prochaines années. Alors que l'État, en mettant des routes, en assainissant les voiries, en mettant de la distribution d'eau et d'électricité, améliore les conditions de vie des populations, améliore les conditions de vie des Gabonais, et à partir de là, optimise et met en place les mécanismes qui pourraient favoriser le développement du pays. Donc, nous reconnaissons les effets, sinon les actions particulières menées par le CTRI, notamment dans l'assainissement des conditions de vie des Gabonais. Mais naturellement, ce n'est pas encore totalement bon à 100%, mais nous pouvons déjà reconnaître les efforts qui sont menés actuellement par le CTRI et les autorités gabonaises. Pour parler de la croissance économique, Monsieur Malekou, vous avez une question? Oui, justement, quels sont les indicateurs de croissance économique qui montrent une amélioration justement sous la présidence actuelle? Si on s'en tient aux prévisions macroéconomiques des bailleurs de fonds internationaux et des partenaires internationaux, nous pouvons prédire que le Gabon aura une croissance de 2,7% à peu près cette année en 2024. C'est pas mal au niveau de la sous-région. Exactement. Et nous pouvons analyser le niveau des exportations. L'année dernière, en 2023, suite aux désagréments causés par le train, nous avons eu une baisse des exportations de manganèse, mais nous avons eu des performances extraordinaires au niveau du pétrole et dans le secteur hors pétrole notamment. Donc, nous pouvons, avec les réformes et les mesures qui sont mises en place par le CTRI, nous pouvons anticiper une embellie de l'économie gabonaise dans les 5 prochaines années, mais aussi et surtout une amélioration des conditions de vie des populations. Ensuite, nous remarquons un taux de croissance de 2,7% en 2024 et un PIB par habitant de 8 017 $ qui fait partie de l'un des plus élevés d'Afrique, comme ça a été mentionné il y a quelques semaines, et aussi un niveau d'exportation qui a pu connaître une stabilité de 7 800 milliards de francs CFA en 2023. Mais à ce tableau, il faut quand même dresser des éléments clairs aussi qui sont évidents, comme par exemple le taux de chômage, avec 33% de la population gabonaise, enfin 28% de la population gabonaise, ou encore le taux de pauvreté qui est aussi en 30%. Donc, il faut rappeler que les mesures qui sont mises en place par le gouvernement et le CTRI sont des mesures qui vont porter leurs fruits sur du moyen long terme. À court terme, nous finissons les travaux qui ont été mis en œuvre, qui ont été financés les années précédentes, mais nous mettons en place les bases d'un système économique qui va permettre de stimuler la croissance et de développer plusieurs secteurs. Alors, vous avez parlé tout à l'heure un peu des exportations. Aujourd'hui, nous avons constaté que lorsqu'on parle des exportations dans notre pays, on voit régulièrement le pétrole. Est-ce que, en dehors du pétrole, vous pouvez essayer un peu de nous faire le point sur des produits aujourd'hui qui ont déjà un taux d'importation aujourd'hui, pour parler par exemple de l'après-pétrole? Très bien. Vous vous souvenez que l'année dernière, en 2023, nous avons eu la première expédition de manganèse du fer de Belinga, qui sera dans les prochaines années le fer de lance de l'économie gabonaise, notamment de la province de Lobé-Vindo. Nous avons donc, en dehors du secteur pétrole, une performance au niveau du secteur minier qui a été un peu biaisée par les contre-performances de Cetrag, notamment sur la mise en place, la non-exploitation, le chemin de fer. Et à partir de là, ça a un peu baissé les performances de Comilog, mais nous avons remarqué la mise en place de l'exploitation du site de Maniaka avec l'entreprise Reminac, ou encore bientôt l'optimisation du site de Belinga avec la construction d'un corridor qui pourrait rejoindre le Lobé-Vindo à tout le reste du pays, favoriser les exportations de fer et de minerais. En dehors du secteur des matières premières, nous avons naturellement le secteur bois qui continue d'être de plus en plus performant, et aussi le deuxième secteur de l'économie gabonaise, après les matières premières, c'est le secteur du numérique. Nous pouvons remarquer une performance extraordinaire du secteur du numérique et des services, mais qu'il faudra bien sûr améliorer avec des réformes législatives et des réformes structurelles qui permettront de faire en sorte que les opérateurs économiques soient de plus en plus engagés dans ces voies-là. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans la zone de libre-échange continentale, mais quel est le produit qui peut être un produit phare que le Gabon peut proposer au pétrole pour être concurrentiel dans notre ZERCAF? Alors, il faudrait regarder au niveau de l'agriculture, et notamment de la pêche et de l'élevage. Le Gabon a 1200 km de côte à peu près, qui peuvent être un vecteur extraordinaire pour pouvoir exporter des produits comme le thon et beaucoup de poissons,
Et nous rappelons qu'il y a encore quelques années, nous produisions à peu près 50 000 tonnes de thon. Oui, mais malheureusement, justement, le problème qui s'est posé, c'est que ce thon était quand même, on allait dire, exporté vers la Côte d'Ivoire qui avait l'exclusivité. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ce sujet? Faites bien d'en parler, justement. Alors, le ministère du pétrole, enfin, le ministère de la pêche, est en train de mettre en place, nous avons acheté des navires récemment pour pouvoir favoriser la pêche dans les côtes gabonaises. Nous sommes en train de construire, le gouvernement gabonais, le CTRI, est en train de construire une usine de transformation des produits halieutiques. Et aussi, on remarque une volonté du gouvernement gabonais de baisser, d'augmenter les subventions aux produits pétroliers pour pouvoir permettre de faire en sorte que les opérateurs économiques qui agissent dans le secteur de la pêche, par exemple, puissent optimiser leur rendement. Aussi, nous avons le produit de la forêt, le produit de l'agriculture. Le Gabon a la particularité d'avoir une terre agricole très riche et ça, tous les Gabonais ont pu l'expérimenter. À partir de là, nous devons mettre en place des politiques publiques qui permettent d'optimiser des agriculteurs locaux, favoriser les coopératives agricoles, les investisseurs agricoles pour pouvoir faire en sorte que nos produits puissent être des produits performants et sur le marché et concurrentiels. Vous restez justement dans la même veine, hein, dans la même logique que vous. Prenons un peu le cas de la Sotrader, qui était au départ une initiative louable, hein, les Gabonais vont applaudir de demain cette initiative. Après, on se rend compte que c'est une grosse arnaque. Comment pouvez-vous l'expliquer? Nous avons vu encore il y a 5-6 mois le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsimba, aller in situ sur le terrain constater les énormes dégâts. L'analyse de l'expert que vous êtes. Alors, il faut remarquer à cela deux éléments. La gestion publique de ces établissements de production, notamment la Sotrader, mais aussi, et ça nous l'avons dit à l'université il y a quelques années, la Sotrader était considérée comme une entreprise qui devait racheter aux producteurs des produits agricoles et pouvoir les revendre. Mais ce modèle-là, en système concurrentiel, n'est pas du tout viable. Il fallait laisser le marché gérer les prix et les quantités avec les producteurs pour pouvoir faire en sorte que les producteurs, dans leur volonté d'avoir des performances économiques bonnes, vont mettre tous les moyens en place pour pouvoir vendre de manière optimale leur production. Mais la Sotrader a voulu centraliser comme une espèce de centrale d'achat les productions agricoles pour pouvoir revendre à d'autres opérateurs. Et à partir de là, le modèle n'était plus viable. Et aussi, surtout, la rémunération des travailleurs. Les travailleurs qui étaient rémunérés à hauteur de 200-300 000 francs à l'intérieur du pays n'ont pas jugé utile d'y aller alors qu'ils pouvaient trouver de meilleures opportunités au niveau de Libreville. À partir de là, quand on prend en compte la gouvernance, la vision stratégique de l'entreprise, ça crée naturellement un éléphant blanc. Mais je pense qu'avec la volonté du gouvernement d'Onsima, nous allons assister bientôt à une redynamisation de ce secteur-là, de cette entreprise-là. Nous pouvons compter sur les Gabonais pour le faire. Ajouté à la malgouvernance, est-ce que l'on ne peut pas parler aussi d'une forme de dilemme dans lequel le Gabon se trouve avec les produits venant du Cameroun? Bien sûr, puisque on remarque notamment dans la production cacaoyère et caféière qu'une bonne partie des récoltes, enfin de la production achetée par la Kestab notamment, provient du Cameroun, où les producteurs camerounais trouveraient des meilleurs rendements au niveau du Gabon et viendraient vendre leurs produits ici. Mais cela, naturellement, biaise sur la qualité des produits agricoles. Il faut pas, enfin, nous pouvons vous rappeler que le Gabon est l'une des terres les plus fertiles du continent africain et les moins polluées, ce qui fait en sorte que nos produits sont nécessairement de bonne qualité, nos produits agricoles. Par conséquent, il faudrait naturellement que les autorités douanières et les autorités économiques puissent mettre en place un système de vigilance qui permette de contrecarrer ces pratiques et de stimuler, d'encourager, bien sûr, et de stimuler, d'encourager les producteurs locaux. Dans ce contexte, quelles réformes structurelles majeures ont été mises en place pour améliorer l'économie gabonaise? Parfait. Le gouvernement gabonais a commencé au niveau législatif, notamment à l'Assemblée nationale de transition, à mettre en place des lois qui permettent de favoriser non seulement l'optimisation de l'économie, mais aussi d'attirer des investisseurs étrangers. Aussi, nous remarquons la formation accrue des agents publics, notamment, pour permettre d'avoir des agents qui soient à niveau dans le cadre de la gestion des ressources publiques. Et aussi, nous avons une nationalisation et une augmentation des parts de l'État dans plusieurs entreprises stratégiques gabonaises, notamment Fly Gabon, Segagadis, ou encore le rachat d'Astala, ce qui permet de donner au Gabon les moyens de sa politique. À partir de là, il y a des réformes structurelles, notamment en matière de gestion des finances publiques, de transparence budgétaire et de fidélité des transactions, qui font en sorte que les opérateurs économiques internationaux et les opérateurs économiques locaux puissent trouver en État gabonais un partenaire stratégique fiable pour pouvoir investir dans le pays. Alors, le président de la transition, Brice Clotaire, Oligui Nguema, a mis 200 postes budgétaires au profit du ministère de l'Agriculture. Votre commentaire? Alors, il faudra que ces techniciens
puissent avoir premièrement l'amour du pays et l'amour de la terre. Parce que nous ne pouvons pas avoir une politique agricole efficace et efficiente si nous avons des cadres de haut niveau qui travaillent dans les bureaux à Libreville. Par conséquent, il faut mettre en place, il faut que ces 200 postes budgétaires et ces cadres puissent avoir une politique économique qui soit adaptée aux réalités du pays et surtout, mettre en place des mécanismes qui permettront de recruter la main-d'œuvre dont nous avons besoin. Pour produire, nous avons besoin de 2 facteurs de production, le capital et le travail. Nous avons besoin de recruter des dizaines de milliers de jeunes Gabonais et ça pourra permettre de résorber les problèmes de chômage actuels et aussi avoir des mécanismes, enfin des outils mécaniques qui permettraient d'avoir une production intensive qui va répondre aux besoins agricoles du pays et notamment tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que le manque d'infrastructures d'accueil à l'intérieur du pays ne devrait pas être un frein, comme on l'a vu dans le niveau de l'éducation nationale et dans bien d'autres domaines, hein, dans la santé? On s'est rendu compte que très peu de Gabonais sont emprunts à aller travailler à l'intérieur du pays. C'est le rôle de l'État, justement, de mettre en place ces mécanismes-là afin de stimuler les gens à aller à l'intérieur du pays. J'ai aimé le discours du président qui disait que nous allons recruter des jeunes Gabonais, par exemple des médecins, des infirmiers. Il va falloir avoir l'amour du pays pour aller travailler à l'intérieur du pays. Si nous avons des docteurs qui sont très bien formés au CUS et qui ne veulent pas aller à l'hôpital de Gamba ou à l'hôpital de Mouila pour aller soigner les Gabonais, il faut leur faire voir le serment d'Hippocrate qu'ils ont signé, qu'ils ont prêté serment, pour leur faire comprendre que le pays a besoin d'un développement national et inclusif. Par conséquent, il faut donc, on va basculer un peu sur la décentralisation, mettre en place une politique de décentralisation effective et l'attractivité économique et financière pour pouvoir stimuler un jeune Gabonais qui a 30 ans, qui sort de ses études universitaires, qui est prêt à entrer sur le marché du travail, il faut le stimuler à aller travailler à Mwanda, à Bitam, à Mouila Mangondo, pour qu'il puisse favoriser et participer au développement du pays sur toute l'étendue du territoire. Mais cette politique de décentralisation doit dépendre de la politique des collectivités locales. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont déjà compris que la décentralisation est nécessaire et qu'ils doivent proposer autre chose pour attirer ces jeunes à aller s'intéresser dans le milieu rural? Le gouvernement a mis en place depuis fort longtemps déjà une loi, la loi 001/2014, qui permet d'optimiser la décentralisation au niveau du Gabon. Maintenant, il faudrait former les élus locaux du fait de l'importance de ce qu'ils ont, du rôle qu'ils ont à jouer. Je prends un exemple simple à l'époque. Si nous avons un bon militant de l'ex-parti qui a 20 ans de carrière mais qui n'a pas de niveau, qui se retrouve 20 ans plus tard de militantisme à la tête d'un conseil départemental ou d'un conseil municipal, et il faudrait que ce monsieur-là puisse être formé aux réalités, aux missions et aux objectifs qu'il a à atteindre. Et je peux vous rassurer que nous avons travaillé là-dessus et nous travaillons encore là-dessus afin de pouvoir faire en sorte que les élus locaux puissent être les précurseurs du développement du pays. Parce que c'est le maire, c'est le président du conseil départemental qui est, lui, le relais du développement au niveau gouvernemental. À partir de là, il faudrait que ces personnes-là soient entièrement formées avec de bonnes dotations dans un environnement sain qui permette de favoriser le développement de leur localité. Avec l'embellie de l'économie gabonaise aujourd'hui, y a-t-il eu une augmentation des investissements étrangers depuis le début de la transition? Parfait. Cette question est cruciale et essentielle. Mais on peut remarquer déjà la volonté du gouvernement gabonais de restaurer les institutions, notamment de rassurer les partenaires internationaux. Nous avons notamment le projet PIS et PAS, donc projet d'investissement dans le secteur de l'éducation et dans le secteur sanitaire et de la santé, qui ont été financés par l'AFD, qui continue de produire des fruits. La plupart des derniers lycées que nous avons vus éclore, notamment celui de Bikele, enfin les établissements scolaires de Bikele, d'Ali Bandeng, font partie du programme PIS. Et ce programme fonctionne, il a porté ses fruits. Et Mme Tabela Toutoum ne pourra pas dire le contraire. Mais aussi, nous avons le programme Arise et Africa Finance Corporation, qui a stimulé 60 milliards de francs CFA dans de nombreux projets, aussi le projet PIEPAL. Mais ces projets sont des projets qui sont avant la transition. Donc, après la transition, les partenaires internationaux sont naturellement focalisés sur la stabilité politique et sur la force des institutions pour pouvoir prêter de l'argent. Et lorsque le président disait qu'il faudrait qu'on achève rapidement la transition, c'est parce qu'il y a aussi des partenaires financiers internationaux qui attendent des garanties de stabilité économique et sociale et politique sur le long terme pour pouvoir prêter de l'argent. On ne prête pas 400 milliards, je dis un exemple, on ne prête pas 400 milliards de francs CFA ou 500 milliards de francs CFA à un État qui peut faire faillite ou bien qui peut être en instabilité politique l'année prochaine. Donc, il est important pour les Gabonais, pour le pays, pour le gouvernement, pour le CTRI, d'avoir des institutions stables, un pays en paix et des acteurs économiques en confiance pour pouvoir faire en sorte que tous les partenaires économiques du Gabon, que ce soit internationaux comme locaux, puissent se mettre ensemble pour favoriser le développement du pays. Et justement, depuis là, quel secteur a attiré le plus d'investissements? Alors, lorsqu'on analyse
les projets, ce sont des projets, enfin, on va dire, c'est du capital public. Les investissements financent en partie le capital public. Donc, tous les investissements que l'État doit mettre en place pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons notamment le secteur éducation avec l'AFD et le secteur santé. Nous avons aussi naturellement le secteur des infrastructures avec notamment le projet PIEPAL qui est financé par la Banque africaine de développement qui permet d'augmenter de près de 30% les capacités de distribution d'eau dans le Grand Libreville. Donc, je vous dirais que les investissements sont focalisés sur des projets à vocation sociale qui ont pour but d'améliorer le bien-être des populations et d'optimiser le fonctionnement de l'économie. Alors justement, comment le secteur énergétique et minier a-t-il évolué sous la présidence de la transition? Alors, il faut le secteur énergétique, notamment le pétrole et les mines. Nous avons notamment la mise en place de l'usine de transformation de GPL, de gaz pétrole liquéfié à Batanga, dans le Cap Lopez, par l'entreprise Perenco. Nous avons la mise en place d'une usine aussi, d'une unité de production à Mwanda. Et donc, nous avons des performances minières de plus de 43%, par exemple, de production manganèse au premier trimestre 2024, qui a été initié par la Comilog. Nous avons aussi une nationalisation accrue de beaucoup de parts dans le secteur pétrolier. Donc, il y a une volonté du gouvernement gabonais de reprendre la main sur le secteur énergétique, mais aussi, notamment sur la construction du barrage Kingele Aval avec la Gabon Power Company et la relance de projets, notamment sur le barrage de Fé2 à Minzik, dans le Wellington, ou encore de mise en place d'unités de production, notamment de gaz d'usines thermiques sur la côte gabonaise. Donc, on remarque une volonté accrue du Gabon de pouvoir optimiser son secteur énergétique. Pourquoi? Parce que l'industrialisation et le développement passent par le courant, j'ai envie de dire, passent par l'électricité finalement. Pour faire fonctionner une entreprise comme l'usine de transformation de manganèse de Mwanda, il nous faut des kilowattheures qui sont supérieurs à ce que les ménages consomment. Et pour ça, il faut des unités de production énergétique qui soient fiables, performantes, afin de répondre à la demande des entreprises et aussi de favoriser le développement du Gabon et des ménages gabonais. Le gouvernement a décidé il y a peu de temps à faire venir les bateaux, ou du moins bateaux en centrale énergétique. Le commentaire de l'expert que vous êtes. Alors, c'est une solution de court terme. Il est important d'avoir une vision stratégique sur le développement du secteur énergétique au niveau du Gabon. Notamment, faire appeler les partenaires, notamment la Gabon Power Company, filiale du FGIS, la Société d'énergie du Gabon, le Conseil national de l'électricité, et aussi les partenaires sociaux. Parce que finalement, les Gabonais sont les premiers consommateurs de l'électricité qui est produite. Mais il ne faudrait pas que cette solution soit une solution... voilà, exactement. Nous devons mettre en place des structures de production énergétique qui soient viables pour le Gabon. Mais, naturellement, si ça permet de pallier au problème de coupure d'eau, ou enfin, au problème de coupure d'électricité, c'est important pour la SEG et c'est primordial de le mettre en place. Mais il faudrait nécessairement développer des infrastructures de long terme qui permettraient de ne plus avoir à appeler ce genre de bateau. Le gouvernement gabonais, n'est-ce pas, sous l'autorité du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, se propose de construire de nouveaux hôpitaux, notamment sur le plan gentil, des hôpitaux modernes. Alors, pour certaines populations, et même pour nous, qui sommes un peu au fait de l'actualité, on a comme l'impression que ce gouvernement aussi va un peu trop vite, ou met la chaleur avant les deux. Je m'explique. On a le CHUL de Libreville, qu'on appelle couramment l'hôpital général, qui manque d'eau, malgré le projet principal. On a l'hôpital de Nchenge à Port-Gentil qui est vraiment dans un état assez pitoyable, mais on a l'intention de vouloir construire des hôpitaux de dernière génération. Il n'y a pas une forme de dichotomie à ce niveau? Alors, les problèmes que vous relevez, j'ai envie de dire, sont des problèmes de court terme qu'on peut résoudre assez facilement. Le problème d'addiction d'eau du CHU de Libreville peut être résorbé en quelques semaines selon la volonté des autorités compétentes. Maintenant, la construction d'hôpitaux de référence est une condition sine qua non pour l'optimisation du développement d'un pays. Les hôpitaux, de l'éducation, ce sont les premiers secteurs. Donc, les pouvoirs régaliens de l'État se caractérisent dans le domaine de la santé, le domaine de la défense nationale, de l'intérieur ou encore le domaine de l'éducation nationale. Donc, c'est à l'État seul de pouvoir investir dans ces domaines-là pour pouvoir favoriser une population en bonne santé. Vous savez, si l'État ne crée pas des hôpitaux où nous avons des consultations à 1500 francs CFA avec la CNAMGS, tous les Gabonais n'ont pas les moyens d'aller payer une consultation à 20 000 francs dans une clinique privée. Par conséquent, pour favoriser l'intérêt général et l'impartialité de l'État, il faut naturellement mettre en place des structures qui permettent d'améliorer le bien-être de toutes les populations, notamment les plus défavorisées. Quoi de mieux que de mettre des structures médicales, des outils techniques, des plateaux techniques de référence et des personnes formées
à l'université de sciences de la santé notamment, ou encore la nouvelle université de sciences techniques qui vient d'être créée, que ces personnes-là puissent être formées de manière efficace afin de répondre aux besoins de la population gabonaise. Vous avez parlé uniquement des infrastructures dans le secteur de la santé. Vous pouvez également nous donner d'autres infrastructures qui ont été lancées ou certaines qui ont été achevées depuis août 2023. Alors, je vous demanderai de voir la tournée politique la tournée nationale du président de la transition, qui, à chaque département, à chaque localité, laisse des fonds, lance des projets afin d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Donc, actuellement, nous pouvons remarquer tous la construction de plusieurs voiries urbaines dans le Grand Libreville, notamment à l'intérieur du pays, la mise en place de transurbes, notamment à l'intérieur du pays, afin de favoriser le transport gratuit des élèves et des populations dans tout l'intérieur du pays. Donc, nous remarquons là des efforts consentis par le gouvernement gabonais afin de créer des infrastructures qui permettent vraiment de favoriser tout le développement du pays. Donc, nous avons aussi la réhabilitation des aéroports, nous avons la construction de plusieurs unités de production, ou encore la réhabilitation de certaines zones, la construction des écoles à l'intérieur du pays. Donc, l'État gabonais met en place des infrastructures qui permettront de faire en sorte que les Gabonais ne puissent plus aller seulement à Libreville. Lorsqu'on construit un hôpital de référence à Mouila, lorsqu'on construit une université à Koulamoutou, ça permettra de stimuler ces zones-là, de les désenclaver et de favoriser leur essor vers la félicité. C'est dans ce contexte que nous avons vu tout dernièrement que le ministre du Tourisme est parti à Fougamou lancer le village touristique et ça dépend effectivement des infrastructures routières et sanitaires. Très bien. Pour ma part, je pense que le secteur touristique est un vecteur extraordinaire de revenus pour le Gabon. Bien que n'ayant pas encore toutes les infrastructures qui y sied, le secteur du tourisme, le Gabon a la particularité et la possibilité d'être la première destination de tourisme tropical au monde. Actuellement, c'est des pays comme le Suriname ou le Costa Rica qui font plus de 20% de leur PIB avec le tourisme. Mais quand je vois que ces pays-là n'ont même pas d'éléphants ou de gorilles, je pense que nous avons les atouts ici pour pouvoir être une première destination touristique mondiale. Les Américains ou les Occidentaux pourraient payer cher, venir voir des baleines à bosse à Luango, venir voir des panthères dans Livindo ou encore des éléphants dans le Rouet maritime. À partir de là, il faut donc les infrastructures. Il faudrait mettre en place une politique qui permette de stimuler les nationaux et les locaux à visiter eux-mêmes leur propre patrimoine touristique. Pourquoi? En France, par exemple, la première destination touristique mondiale au monde, les premiers touristes de la France, ce sont les Français. Plus de la moitié des touristes français qui visitent la France sont des Français de nationalité française. Et donc, il faudrait que les premiers touristes du Gabon soient des Gabonais qui vont à la Lopé, soit des Gabonais qui vont à Livido, soit des Gabonais qui vont dans tous les parcs nationaux. Mais il faudrait que le coût le coût de ces voyages-là, le coût de ce tourisme-là soit réduit et subventionné pour les Gabonais. Un touriste américain, je prends un exemple simple, un banquier anglais ou un dentiste américain peut payer 3-4 millions la semaine pour venir voir des éléphants, ce qu'un instituteur gabonais ne peut pas réellement le faire. Donc, il faudrait mettre en place des tarifs qui permettraient de faire en sorte que les Gabonais, en fonction de leur pouvoir d'achat, puissent jouir des bienfaits de la nature de leur pays, mais aussi de pouvoir taxer et de mettre en place des mécanismes qui permettront de faire en sorte que des touristes japonais, américains, anglais, français pourraient venir au Gabon pour contempler les merveilles de la nature. Alors justement, on va rester dans le domaine de l'investissement. Après l'achat de Assala Énergie par l'État gabonais, Fly Gabon, qui vient d'acquérir d'ailleurs deux nouveaux appareils de ATR, la CNII, donc la Compagnie nationale de navigation intérieure internationale, qui a acquis aussi, n'est-ce pas, de nouvelles embarcations. Certains Gabonais se posent des questions. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va garantir la bonne gouvernance? Parce que, est-ce qu'on ne sera pas dans un éternel recommencement? Très bien. Parce que nous ne sommes qu'en transition. Alors, il faut deux choses. Il faut mettre les mécanismes législatifs qui permettent de sanctionner les personnes en cas de détournement de fonds, de mauvaise gestion des fonds publics. Donc, il faudrait que la loi encadre cela. Et deuxièmement, faire appel à l'esprit patriotique des Gabonais. Parce que nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle notre pays était. Il faudrait que les gens prennent conscience du travail à faire, du travail à réaliser et aussi aient l'amour du pays pour pouvoir faire les choses de manière saine et véridique. À partir de là, dès que tout le monde aura l'amour du pays et l'ambition de développer la nation et aussi un mécanisme législatif et la loi qui encadre les détournements de fonds et qui sanctionne sévèrement toutes les personnes qui seront victimes qui seront coupables de détournement de fonds ou de malversation financière ou de mauvaise utilisation des fonds publics, à partir de là, il faut qu'ils servent d'exemple aux autres afin de dissuader
d'éventuels jeunes, d'éventuels travailleurs à faire la même chose. Donc, la loi et le patriotisme pour une meilleure gestion des fonds publics. M. Malekou, dans le domaine de la formation et de l'emploi? Ah ben absolument, justement, parce qu'à ce niveau encore, il y a le sempiternel problème de l'inadéquation formation. Qu'est-ce que l'expert que vous êtes dit en ce moment? On a beaucoup même le régime de CHU, hein, tant bien que mal, hein. On a vu ce qui s'est fait en coque un peu partout, mais le problème demeure. Quelles mesures ont été prises pour réduire le taux de chômage et améliorer la formation professionnelle pour un pays comme le Gabon? Très bien. Nous parlons depuis de nombreuses années d'adéquation formation-emploi. Mais pour la première fois, cette année, nous avons vu une action évidente et formidable du gouvernement quant à non seulement l'orientation des nouveaux bacheliers, quant à la mise en place des centres de formation, mais aussi à l'orientation de ces jeunes-là afin de les mettre dans des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Donc, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale font un travail remarquable actuellement afin de former des Gabonais dans les secteurs dont notre économie a besoin. Au niveau externe, c'est cela. Au niveau interne, nous remarquons, avec la venue du CTRI par exemple, le recrutement de 250 auditeurs gabonais au niveau de l'Institut de l'économie et des finances. C'est historique, c'est spécial, c'est remarquable, ça dénote la volonté accrue du CTRI de pouvoir disposer d'agents publics performants, très bien formés, pouvoir venir remporter, sinon relever les défis de l'administration gabonaise. Parce que le Gabon avait déjà fait plusieurs années sans participer à ce concours. Exactement, et même le précédent concours, nous n'avons pas été conviés, mais grâce à la volonté du CTRI et au travail performant du ministre de l'économie gabonais, M. Maïs Moussi, nous avons pu avoir aujourd'hui 250 auditeurs gabonais qui sont formés dans de très bonnes conditions au niveau de l'Institut de l'économie et des finances, qui font du partage d'expérience avec leurs collègues de la CEMAC et qui sont aujourd'hui le fer de lance de l'économie gabonaise pour les prochaines années. Et nous pouvons vous garantir que le directeur général de l'Institut de l'économie et des finances, M. Jacquino Vundi, fait tout le nécessaire et le maximum afin de donner aux auditeurs gabonais, aux auditeurs de la CEMAC, une formation de qualité qui permettra de faire face aux défis auxquels nos États sont confrontés. Et pour cela, nous voulons vraiment mettre un clin d'œil et nous voulons saluer cette initiative et nous sommes très contents et très rassurés pour les auditeurs gabonais qui sont formés dans de très bonnes conditions. Vous qui êtes dans le secret de justement, parlez-nous-en. C'est quoi les conditions? Comment ça se passe? Parce que nous, on reçoit des appels depuis l'intérieur du pays de certains Gabonais qui veulent en savoir plus. Alors, il faut déjà savoir que ça fait partie, enfin, lorsqu'il y a des concours ou bien des recrutements, il y a une communication publique. Prenons le cas de l'ENA, par exemple. La semaine dernière, il y a quelques semaines, le gouvernement gabonais, via l'École nationale d'administration, a lancé des formations, des séances de formation continue pour pouvoir donner aux fonctionnaires gabonais des rudiments qui leur permettent d'être à niveau de catégorie A, c'est pas un peu discriminatoire? Écoutez, il faut bien commencer par quelque chose et actuellement, nous commençons par ce qu'il faut. Il y a d'énormes difficultés. Voilà, il y a d'énormes difficultés au niveau de la formation des agents publics. L'État gabonais met en place, en fonction de ce qui a été établi dans la loi des finances, des places disponibles, met en place des systèmes de formation. Et nous avons remarqué tout au long du mois de juin et de mai, des visites de Madame la ministre de la fonction publique à l'extérieur du pays, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Suisse, pour pouvoir non seulement s'enquérir des expériences des autres pays, mais aussi des crédits de partenariat effectivement qui permettront de former des fonctionnaires gabonais afin que ces gens-là puissent venir répondre aux défis que traverse notre pays. Et donc, prenons le cas de l'ENA, prenons le cas de l'Institut de l'économie et des finances, prenons le cas des universités qui ont été créées, prenons le cas de plusieurs formations au niveau de l'intérieur du pays, notamment avec l'école de métallurgie de Mwanda. Le gouvernement gabonais fait tout pour pouvoir favoriser une jeunesse bien formée et met tout en place pour que les gens puissent trouver du travail au sortir de leur formation. Une jeunesse formée localement et bien formée. Exactement. Et nous remarquons, par exemple, dans les données du ministère de l'Enseignement supérieur, que la majeure partie, sinon la quasi-totalité des jeunes Gabonais qui ont eu le baccalauréat pourront être directement formés dans les établissements locaux, ici, notamment à l'Université Omar Bongo, à l'Université des sciences techniques de Massoukou, ou encore à l'USS. Et cela, c'est une fierté pour le pays. Non seulement ça permet de réduire notre dépendance vers l'extérieur, de réduire les charges dues au paiement des bourses qui sont, un étudiant boursier en France peut coûter 3 à 4 fois plus cher qu'un étudiant ici au niveau du Gabon. Donc, ça va permettre de réduire les charges des bourses, mais aussi de favoriser la main-d'œuvre locale, de stimuler l'économie gabonaise et de faire en sorte que les jeunes Gabonais ne retrouvent pas dans les travers qu'on remarque lorsqu'ils vont à l'international. Je pense que nous tous ici, nous avons des cousins, des enfants, des parents qui ont pu avoir des situations un peu compliquées lorsqu'ils sont partis à l'étranger. Alors justement, si la majorité des Gabonais applaudit cette initiative
de localiser, n'est-ce pas, les étudiants, notamment les nouveaux bacheliers, à les garder au pays pour faire des économies, on n'en doute pas. Mais le problème de logement va se poser avec les campus qui sont fermés. Quelle est la solution qui peut être proposée urgemment, parce que la rentrée académique elle est toute proche. Qu'est-ce que l'État gabonais propose à ces nouveaux bacheliers qui reviennent par exemple de l'intérieur du pays? Parce qu'il s'agit de tout le monde. Alors, pour prendre le cas de l'USTM et de l'Université Omar Bongo, nous avons les pavillons d'habitation universitaire qui sont actuellement rénovés, qui sont prêts à accueillir les étudiants pour la rentrée prochaine. Mais naturellement, il faut faire plus d'efforts. Et je peux vous garantir que le ministre de l'Enseignement supérieur, la direction générale du Centre national des œuvres universitaires et tous les partenaires sociaux du Gabon dans ces questions-là mettent tout en œuvre pour favoriser et optimiser les conditions de vie des jeunes étudiants gabonais. Naturellement, ce ne sera pas toujours assez vu le déficit ou encore l'écart qui était là avant l'arrivée du CTRI. Donc, il faut noter et remarquer les efforts consentis, bien qu'ils soient enfin pas insignifiants, mais qu'ils ne soient pas encore, pour l'instant, ne portent pas encore les fruits qu'il faudrait. Mais nous pouvons déjà garantir qu'à l'Université Omar Bongo, par exemple, nous voyons les constructions. À l'USTM, l'université quasiment totalement rédorée. À l'US, pareil, nous avons la construction de plusieurs établissements, notamment au niveau de Koulamoutou ou encore de l'intérieur du pays. Donc, le gouvernement fait des efforts. Ce n'est pas encore assez. Il faut noter et encourager cela. Et nous pouvons vous garantir que dans les prochaines années, les étudiants gabonais vont habiter et travailler dans de très bonnes conditions. Les efforts sont également perçus au niveau de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Comment le secteur agricole a-t-il été soutenu et développé au cours de ces derniers mois? Alors, vous avez parlé de ça tout à l'heure, la mise en place de 200 postes budgétaires, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, mais aussi et surtout l'optimisation et le fonctionnement des zones agricoles prioritaires. Ah oui, parlez-nous-en. Nous avons constaté avec le ministre Jonathan Nyumba, notamment de l'agriculture, nous avons mis en place dans la zone d'Andem, dans la zone de l'estuaire, avec des partenariats publics-privés avec les investisseurs chinois, des aménagements de zones agricoles prioritaires dans la zone de l'estuaire qui permettront de produire une production agricole locale qui permettra de diminuer notre dépendance envers les importations agricoles. Donc, il y a une volonté du gouvernement. Mais ce que je dirais au gouvernement actuellement, c'est de laisser le marché faire les choses. Il faut mettre en place des subventions et des mécanismes qui permettent d'optimiser les producteurs locaux. Ce sont des coopératives agricoles, ce sont des investisseurs agricoles locaux, des Gabonais qui pourront eux-mêmes gérer leur production, gérer leur unité de production et favoriser la distribution et les circuits de distribution pour les Gabonais. Donc, le gouvernement devrait mettre en place des subventions, mettre en place des infrastructures routières et laisser les Gabonais aller dans le marché agricole, s'impliquer, produire, et à partir de là, le travail sera de plus en plus optimal. Prenons un exemple simple. Les premiers producteurs de la France, par exemple, les producteurs français sont des personnes françaises, des locaux, ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs, ce sont des campagnards, comme on dit, mais c'est des personnes qui sont des Français, ce ne sont pas nécessairement des grosses usines de production avec des grands groupes, non. C'est des producteurs locaux qui jouissent par exemple de la politique agricole commune qu'on a vu au lycée, des subventions de la PAC, l'Union européenne notamment. Ce sont ces producteurs-là qui produisent et qui après vendent à qui de droit. Donc, il faut laisser le marché s'auto-entretenir dans le domaine agricole. Il ne faut pas que l'État mette en place une espèce de volonté, enfin un rôle trop centralisé. Ça ne marchera pas comme ça a été fait le programme Graines. Le ministère de la Pêche, il y a 2 semaines environ, a mis en place l'opération, on va dire, Poisson pour tous, avec l'achat de kilos à 800 francs CFA. Mais à vrai dire, cette opération, non seulement elle a manqué de communication, mais beaucoup de Gabonais se plaignent du fait que ça a été un peu trop rapide, même si elle s'est faite en 2 phases. Votre commentaire. Alors, il faut dire que ce sont des opérations ponctuelles. On ne peut pas nourrir tout un État avec du vol de poissons au capal pendant 2-3 jours. Mais c'est une volonté du gouvernement de montrer ce dont on est capable, de voir si les unités de production fonctionnent et si les bateaux sont optimisés. Et à partir de là, je crois qu'il y a une volonté, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour le long terme pour permettre de faire en sorte que la pêche gabonaise, sinon les produits halieutiques gabonais, puissent être disponibles sur le marché et être distribués en temps et en heure pour les populations gabonaises. Il y a encore quelques jours aussi, la GANOR était sur le terrain, notamment pour faire un contrôle des balances. Et nous savons qu'il y a une grosse arnaque sur le marché. Et le problème qui se pose, c'est que, comme d'habitude, ce n'est qu'à Libreville. Et finalement, les habitants de l'intérieur du pays, va-t-on dire, et on ne va pas faire la langue de bois, que la GANOR manque de moyens humains et matériels. Alors, la GANOR a été créée il y a une dizaine d'années à peu près pour pouvoir pallier ce genre de problème.
Et la Ganor fait un travail extraordinaire et remarquable pour pouvoir permettre aux Gabonais d'avoir les meilleurs outils de mesure finalement. Pour avoir été à Port-Gentil il y a quelques semaines, j'ai pu rencontrer l'un des délégués provinciaux de la Ganor, puisque vous en parlez, qui effectue un travail remarquable. Mais effectivement, on peut penser à un problème de main-d'œuvre et de capital humain qui n'est pas encore totalement disponible. Mais nous pouvons garantir que cet établissement fait un travail exceptionnel. Avec les moyens du bord. Avec les moyens de bord, et il faut le reconnaître. Hein. Mais naturellement, il faudrait leur allouer un peu plus de moyens financiers, un peu plus de moyens humains pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mener à bien leur mission. Nous arrivons tout doucement au terme de notre entretien. Alors, nous avons vu le Gabon, l'économie qui va s'améliorer, l'embellie de l'économie gabonaise. Nous avons commenté quelques secteurs. Alors, quelles sont les principales priorités économiques du gouvernement de la transition dans les mois à venir? Alors, et on peut déjà le remarquer actuellement, hein, il y a une volonté de nationaliser l'économie gabonaise, notamment avec le rachat de plusieurs parts et actions dans des entreprises privées. Nous avons une volonté de renforcer le capital humain, de former des jeunes de manière efficace, de former l'administration publique afin qu'ils puissent répondre aux défis et aux enjeux actuels. Nous avons aussi une volonté de stimuler les secteurs novateurs de l'économie, notamment la partie numérique et encore le secteur minier. Et aussi favoriser, accentuer la diversification de l'économie. Mais pour cela, nous avons besoin d'une des perspectives importantes et primordiales du gouvernement gabonais, c'est de pouvoir achever la transition, c'est de pouvoir avoir des institutions stables et une marche de notre pays qui soit favorable et qui puisse être vecteur de paix sociale et encourageant pour les partenaires internationaux. Donc, il est important pour que tous ces éléments soient mis en œuvre, que nous puissions achever rapidement la transition, nous puissions mettre en place un système économique, un système politique et social viable et périn qui soit sécurisé, stabilisé et performant pour les Gabonais et l'ensemble du peuple gabonais. Avant de fermer cette émission, justement, il y a quelques jours, le ministre de l'Habitat, dans le cadre de la politique de logement des Gabonais, était en conférence de presse pour expliquer justement les conditions d'acquisition des parcelles de 500 mètres carrés, 2 500 000 francs CFA pour les Gabonais. N'est-ce pas encore trop cher pour les Gabonais? Et puis, pourquoi seulement Libreville? Parce qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas, le même exercice à l'intérieur du pays à des coûts beaucoup plus bas. Ce qui reviendrait d'ailleurs à corroborer avec le discours du président de la République, le président de la transition dans l'Outoué, qui demandait à chaque Gabonais d'investir chez lui. Le premier investissement, un Gabonais, une parcelle. Une parcelle, voilà. C'est ça le nom exact. Exactement. Il faut rappeler que si on divise le coût d'acquisition par le nombre de mètres carrés, on revient à 5 000 francs le mètre carré par rapport aux parcelles qui ont été mises en œuvre. 5 000 francs le mètre carré, ce n'est des taux, enfin, ce n'est des coûts les plus bas du marché. Les Gabonais qui achètent des terrains actuellement savent combien ça coûte le terrain, notamment dans la zone d'Akanda. Mais, naturellement, ce n'est pas encore assez. Mais le gouvernement doit commencer à faire quelque chose. C'est mieux que le gouvernement commence à faire quelque chose qu'il ne fasse rien. Mettre en place 500 parcelles pour des Gabonais, c'est mettre en place une vie sociale, permettre à 500 Gabonais, 500 familles gabonaises de pouvoir se développer en toute sécurité. Maintenant, c'est un mécanisme effectivement qui commence et ça permettra de tirer les leçons et les actions de ce que nous allons faire maintenant et de pouvoir mettre en œuvre ce genre de politique publique dans toute étendue du territoire national. Les 2 500 000 francs, 500 mètres carrés, c'est 5 000 francs le mètre carré et c'est l'un des taux les plus bas du Gabon. Maintenant, s'il faut qu'on donne aux Gabonais des terrains gratuitement, ça c'est une autre histoire, mais viabiliser, assainir et segmenter ces parcelles-là demande des moyens, et qui de mieux que pour l'État de faire et de mettre en place, de mettre à disposition des Gabonais afin que tout le monde puisse avoir une parcelle de terrain et être autonome. Pour votre mot de la fin, comment se porte l'économie gabonaise à l'ère du CTRI? En résumé. Alors, l'économie gabonaise à l'ère du CTRI se porte mieux qu'avant. Nous avons des indicateurs économiques qui sont performants, qui tendent vers le vert, et nous avons une confiance accrue des partenaires et des bailleurs de fonds internationaux. Il suffit d'analyser la conjoncture économique mondiale pour voir que le Gabon surfe sur cette vague-là, mais qu'il faudrait naturellement mettre en place de nouvelles mesures, d'autres outils de production afin d'améliorer ces rendements-là. Mais nous pouvons d'ores et déjà dire que l'économie gabonaise ne s'est jamais aussi bien portée et le meilleur est à venir. Et c'est enfin notre essor vers la félicité. Merci à vous. Je vous rappelle que nous avons reçu ce jour Monsieur Orphée Mwele Ndongo, économiste engagé pour le développement durable. Alors, monsieur, merci encore de votre disponibilité.
Merci à vous, merci Radio Gabon et merci à tous les fidèles auditeurs de Il Radio faut, il Gabon. faut aussi remercier M. Ngokila, qui est un de nos auditeurs fidèles. Fidèle de Gabon. Et permettez-moi vraiment de vraiment dédier cette émission à plusieurs personnes qui nous ont encouragés. Oui, Je pense notamment à la 8e promotion de l'Institut de l'économie et des finances, à Madame Hélène Pissam, à Monsieur Hubert Goma, à Monsieur Moussavou, à Monsieur Ngokia, justement, à Madame Joëlla Sougou, à Ophélia Mangué et à toutes les personnes qui nous soutiennent chaque jour dans le travail que nous faisons pour le développement économique du Gabon. Ce sont nos fidèles auditeurs. Merci encore à vous, nos fidèles auditeurs. À la prise de son, donc, mesdames, nous disons merci à notre service numérique. Gérard Malekou et moi, Fabien Guy, au Kinvélé, nous vous disons merci d'avoir été là. À bientôt sur les antennes de Radio Gabon.